Salut à tous, épisode 5 avec Gazprom. Nous sommes promus en World Tour sur cette deuxième saison de carrière sur Pro Cycling Manager 2021. Et c'est le temps de terminer le Giro. Je vous avais laissé à l'issue de l'étape 12 avec un classement général qui était pour le coup assez surprenant. Il y a une start list qui est assez faible sur ce Giro. On se retrouve deuxième à 1 seconde de Tom Dumoulin, mais sans qu'il n'ait de quoi non plus crier victoire, parce que en fait beaucoup d'étapes difficiles nous attendent encore et de très bons coureurs qu'on n'a pas encore forcément vus trop s'illustrer peuvent encore le faire à ce stade-là. Donc il faut pas s'exciter trop et juste attendre un petit peu la façon dont va se passer cette deuxième partie de Giro. Ensuite on ira du côté du Dauphiné. On aura quelques petites ambitions de classement général, on va dire, placées. Voilà, je ne sais pas si on est capable de faire mieux que ça, on verra bien. La réalité du jeu est bien difficile par moment. Et puis, sinon, je vous propose aussi... il y aura un petit moment de gloire dans cette vidéo. Alors, c'est parti, étape 13. On est encore sur une étape très très longue. Décidément, ce Giro 2010 paraît... je ne sais pas, je suis partagé. Je le trouve intéressant sur certains plans et à la fois un peu rébarbatif de par la répétition des étapes, je dirais, non sélectives. Et donc, moi, pour égayer un petit peu le truc, pour que ça reste un petit peu amusant et pour qu'il y ait du défi, évidemment, on joue le maillot Azzurro avec Alessandro Covi, notre jeune Italien, voilà, qui avait été un des choix de l'intersaison. L'objectif sponsor étant déjà réalisé sur ce Giro, puisque c'était la victoire d'étape, nous l'avons obtenu à l'étape 7. Il nous reste encore quelques objectifs, mais qui sont notamment des objectifs en termes d'argent. C'est-à-dire que j'aimerais ramasser le plus d'argent possible. À l'heure actuelle, on est porteur du maillot blanc, de meilleur jeune. On est porteur également du maillot de meilleur grimpeur, enfin de classement de la montagne. Et puis après, il faut tenter des coups pour essayer de choper des victoires d'étape. Certains d'entre vous sont allés voir dans l'éditeur et ont découvert par exemple que la victoire d'étape était à 12 000 euros, la victoire d'étape. C'est intéressant, ça se néglige pas. Donc si on peut en prendre une autre, on en prendra une autre. Mais vous verrez à quel point tout cela est délicat. Ici par exemple, sur cette étape, il n'y a pas eu de sélection réellement de fait. Bon ok d'accord, il y a de petits écarts, mais en vérité, ils ne vont pas être si comptabilisés que cela. Parce que regardez, le deuxième groupe va arriver très très près du premier groupe, donc il n'y a pas d'écart sur la ligne, le gain est minime, et au final ça s'explique encore entre sprinters, Sagan battu par Davide Ballerini. Il y a une vraie lutte pour le cyclamen, c'est amusant, on n'y est pas mêlés nous, mais par contre entre tous ces très bons sprinters, avec Sagan, Merlier, même Ballerini n'est pas trop loin au classement cyclamen, etc. Il y a une petite lutte qui se fait il y a même Gaviria aussi qui mine de rien est assez régulièrement placé sur les sprints. Alors elle va accoucher de quoi cette étape-là maintenant, la 14, avec cette énorme difficulté en troisième partie on va dire d'étape et ensuite une descente et un replat. Est-ce que l'échappée aura la possibilité de conclure, ou est-ce qu'on va se retrouver de nouveau avec une situation neutralisée? Écoutez, c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Tom Dumoulin fait contrôler la course à de nombreux moments par son équipe Jumbo-Visma, qui est tout de même relativement faible. L'équipe Jumbo-Visma alignée là sur ce Giro, et elle n'est pas évidemment du niveau de notre petite Gazprom toute petite, mais elle est quand même un petit peu faiblarde, ce qui fait qu'il y a des moments où même Dumoulin il est tout seul en fait devant, mais personne n'arrive à le mettre en difficulté, que ce soit les Bahrain Victorious
de Caruso qui ne pèse pas suffisamment sur la course, ou bien évidemment les équipes de sprinters ou celles qui aiment bien s'échapper ne mettent absolument jamais en danger Tom Dumoulin. IF1 par moment essaie de rouler, Bike Exchange essaie également de rouler. Ici en fait je faisais la chasse au point de la montagne, parce que le pauvre Kovi était dans un très très mauvais jour, et je me suis dit si ça perdure, il faut au moins que Kuk, notre jeune Slovène Gal Kuk, prenne un petit peu quelques points, et donc prendre ce qu'on peut pour limiter aussi le nombre de points alloués aux rivaux d'Alessandro Kovi. Descente, pas grand chose à faire. Mon jeune Slovène, il est super rigolo en un sens, mais ça reste tout de même bien faible. Et dans l'histoire, en plus, on a fait le boulot à un moment donné pour revenir partiellement sur l'échappée, mais Chris Neylands a ensuite repris du champ parce que personne n'a roulé, ce qui me navre en fait par moment. C'est-à-dire que il n'y a pas une équipe qui est vraiment en gros contrôle de cette course. Jumbo-Visma, comme je vous le disais, n'est pas assez forte pour peser autrement qu'avec la très probable victoire finale sur ce Giro avec Tom Dumoulin. C'est pas mal déjà, mais c'est pas un travail d'équipe. Ineos a pris l'eau à un moment donné quand Richie Porte était tombé. On a même relevé jusqu'à Geraint Thomas pour venir l'attendre. Une équipe comme Alpecin Phoenix joue... de toute façon, c'est simple, de manière dont elle est constituée, il y a Merlier, et puis elle joue aussi, comme là, les victoires d'étape. Là, c'est Neylands qui vient la prendre. Bike Exchange et IF1, c'est pareil, ils jouent les victoires d'étape, ils jouent pas réellement le général. Non, il y aurait UAE avec Brandon McNulty et Nelson Powles, qui sont pas mal, ils pèsent un petit peu sur la course, mais pas non plus de là à prendre le contrôle vraiment de ce Giro. Uran est absolument mauvais, hein, faut le dire. Hein. Oui, Paules, excusez-moi, il est chez IF1. IF Nippo d'ailleurs. Voilà, on va dire le nom des sponsors correctement. Tiens, l'étape 15 est un moment qu'il faut peut-être saisir avec Alessandro Kovi, puisqu'il est à plus 5 ce jour-là. Il vient d'avoir son pic à... Enfin non, il l'a déjà eu, mais en tout cas, voilà, il n'avait pas en début de Giro. Kovi doit marquer des gros points dans cette étape-là, déjà, ça c'est une chose, pour récupérer l'Azzurro. Et puis après, il y a évidemment une arrivée au sommet au Zoncolan. Donc là, je vous avoue que sur celle-là, je me dis que le premier sprint, il n'est pas fondamental. Parce que souvent, j'ai remarqué, dans les échappées comme ça, sur des grands tours, déjà, on remarque souvent, on est accompagné des mêmes coureurs. Hein. En l'occurrence, c'est vrai que là, c'est aussi le cas sur ce Giro. Kovi, qui s'échappe souvent, est souvent en proie à Fernandez. On retrouve parfois Bouchard, ouais, si, on le retrouve. Et puis après, il y a souvent Thomas de Ghent. Alors là, bon, c'est pas le cas, mais voilà. Il y a Rohan Dennis aussi, qui peut être assez souvent échappé. Il y a, voilà, comme ça, une pléiade de coureurs qui sont toujours les mêmes. Et moi, j'ai remarqué un truc, surtout, au-delà de retrouver souvent les mêmes échappés, c'est que le rapport de force au sein de l'échappée peut évoluer au fil de l'étape. C'est-à-dire que si on paraît être moins fort à un moment donné, il n'est absolument pas dit que sur la toute fin d'étape, on ne soit pas plus fort. Surtout si on sait économiser. Alors ici, par exemple, j'ai décidé de ne pas répliquer de manière immédiate au départ de plusieurs hommes dans le Monte Zoncolan. Et en fait, Kovi va les reprendre. On est à moins de 7 km ici de l'arrivée. On va les reprendre et on va même, voilà, ici produire notre effort pour essayer de faire une petite différence et s'échapper. Ici, dans le Monte Zoncolan, il y a une victoire de prestige à aller chercher ici.
Et il faut absolument pas s'en priver. Pendant ce temps-là, pour Cuc, ça se complique. Hein. Tom Dumoulin, ouais, accélère quand il veut, je dirais. Certains essaient de regagner du temps sur Cuc, il s'échappe. Je pense par exemple à l'étonnant Robert Stannard, ici, qu'on a du mal à contenir. Mais il y en a un aussi, ça attaque dans mon dos, ça me gonfle en fait. Ça, au bout d'un moment, c'est rigolo 2-3 fois, et puis après, au bout d'un moment, c'est vraiment saoulant, quoi. À peine tu t'attardes un poil sur ton coureur à l'avant, derrière, ça accélère. Alors, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, Cuc n'avait pas les jambes pour aller bien loin. Ouais, certes, mais bon, on n'est pas obligé de se manger une cassure non plus à chaque fois, or c'est systématique, quoi. Kragh Andersen, Cuc, Stannard sont les battus du jour. Covey n'a plus rien, mais il semble qu'en fait, le groupe Dumoulin, juste derrière, emmené par Geraint Thomas, n'a plus grand-chose non plus, ce qui va nous permettre d'aller cueillir cette victoire de prestige. Victoire de prestige pour Alessandro Covey. Celle-là, je l'appelais de mes voeux. Il fallait qu'il y en ait une à un moment donné, et honnêtement, rien que là, déjà, le Giro est super bien réussi pour nous, et également pour le jeune Covey. On notera le push de Fabro. Attention, Fabro est en train de faire une très belle opération au classement général. Nous, avec le pauvre Slovène Cuc, on va prendre cher sur cette étape-là, puisque au sommet, il y aura près de 5 minutes de débours sur Covey, mais il y en aura aussi près de, je dirais au moins 2 ou 3 sur Dumoulin, quoi. Donc, les rêves de maillot rose prennent fin. Hein, il n'y aura pas de port du maillot rose pour nous sur ce Giro. Il faudra attendre l'année d'après, où on viendra, je l'espère, un petit peu mieux armé, avec notamment la progression de certains et peut-être le recrutement d'un ou deux coureurs déterminants. Mais voilà, donc victoire ici de prestige, je la prends. Elle était peut-être pas assez difficile que ça à prendre, mais pas si facile non plus. Il fallait quand même être plus fort dans l'échappée que quelques coureurs bien dangereux pour l'ami Covey. Ouais, Cuc recule et il est que 3e maintenant. Matteo Fabro s'est imposé il a pris le contrôle de la 2e place. Il sera bien dur à déloger. En revanche, voilà, l'autre bonne nouvelle du jour, c'est évidemment une grosse avance au maillot Azzurro, puisque c'est très bien parti pour Covey en ce qui concerne le maillot du classement de la montagne. Donc là-dessus, très bonne opération. Et après un jour de repos, on se retrouve pour, cette fois-ci, un contre-la-montre en montée. Donc l'exercice est intéressant, il est assez typique de certains variants du Giro. Hein, on en a quelques-uns en mémoire. C'est un exercice passionnant. Alors évidemment, je le teste au début avec le quasi inexistant Boef. Et puis après, on essaie de perfectionner un petit peu la stratégie d'approche du contre-la-montre de cette étape 16 avec Kouzmin, avec Scaroni. Kouzmin va prendre en fait un très joli temps provisoire, parce qu'il va tenir le meilleur temps pendant un moment. Scaroni, puis Nekrasov, puis Vacek vont ensuite me servir d'autres testeurs du parcours, avant que ne s'élance un Covey sous pic de forme à -1 de forme du jour. Je sais pas si ça fait pas mal au cœur en fait. Le mec il est censé avoir +2 ou +3, et il se retrouve avec -1. Donc vous voyez, le plus d'aléatoire dans les formes du jour n'est pas toujours en ma faveur, hein, c'est comme tout le monde. Cuc en revanche, il a une bonne forme ce jour-là. Donc est-ce qu'il pourra limiter la casse sur ce type de profil? On le souhaite. On le souhaite évidemment. Je lui ai remis un peu plus tard une majuscule à Cuc, parce que j'étais sensible à ce que m'ont dit certains, que ça les dérangeait qu'il n'y ait pas de majuscule à Cuc. C'est vrai que pour un nom de famille quand même,
Je lui ai remis pendant le Dauphiné, j'ai mis à Cuc une majuscule. Je suis allé éditer juste pour ça. Fabreau réalise apparemment un bon chrono, puisqu'il va reprendre Cuc dans peu de temps. Covey en termine comme il a pu, j'ai envie de dire, c'est-à-dire difficilement, très très difficilement. Et l'intermédiaire de Cuc n'était pas dégueulasse, quarantaine de secondes. En revanche, on va subir quand même l'humiliation de se faire reprendre par le deuxième du général. Donc il y aura un écart encore plus grand après cette étape-là. Surtout que Tom Dumoulin n'est pas bien loin de Fabreau. Qui, honnêtement, Fabreau m'a beaucoup impressionné. Astana, il est passé chez Astana sur cette carrière. Fabreau, 79 en montagne, 75 en vallon. Il tutoie les 73 ou je sais pas combien en contre-la-montre. Et apparemment, la note de montagne aura vraiment été déterminante pour lui garantir une place, même devant Dumoulin, même si c'est très très serré. Victoire de Powless. Tiens, ce petit clin d'œil, ça pour la Classica de l'autre jour. Donc voilà, du bon Powless, du bon Porte et Dumoulin qui gère son avance très tranquillement. 2,30 d'avance désormais sur Matteo Fabreau, pendant que Galcuc se retrouve désormais, lui, à 6 minutes. Hein, donc c'est compliqué. On a pris cher, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se résoudre à l'évidence, quoi. On n'est pas bon, hein, c'est comme ça. Hein. Et donc c'est aussi assez intéressant, hein, de se retrouver en difficulté. Donc 5 minutes pour Cuc, qui a d'ailleurs Uran et Stannard dans le rétro, hein, donc ça pourrait être tendu. Étape 17, de nouveau montagneuse, avant que la 18 nous permette de nous reposer. Et les 19 et 20 seront les deux dernières étapes de montagne déterminantes pour le classement général avant un contre-la-montre à l'étape 21. Donc, j'envoie toujours mon petit Covey à l'avant. Hein. L'histoire, c'est d'essayer de prendre un maximum de points, ou bien de faire en sorte de se retrouver peut-être placé pour une éventuelle victoire d'étape. On ne sait pas. En tout cas, l'un ou l'autre me va, quoi qu'il arrive. Covey a pris une étape, mais c'est pas pour autant qu'on va pas voir si on pourrait pas rivaliser encore une fois. On a du très bon Alexis Bouchard sur cette étape-là. Bouchard qui franchit en tête le hors-catégorie avant Fernandez, puis Covey qui prend les points de troisième, et on va se retrouver ici avec une situation d'éventuelle possibilité de victoire d'étape. En tout cas, c'est pas exclu. Donc il faut essayer de la jouer à fond. On va regarder de près Fernandez, Bouchard, Dombrowski, entre autres, et voir comment tout cela se passe. Sur le rapport de force, là, je me sens moins fort parce que Covey n'est qu'à +1 de forme du jour en cette étape 17. Donc, forcément, on est un peu moins fringant. Et puis, en fait, ce qui va me gonfler, c'est qu'encore une fois, on s'est pris une cassure. Bon, ça va rentrer. Mais, vous verrez, c'est pas la dernière qu'on prend. Il suffit que je reste un peu sur Covey pour me prendre une cassure derrière, bien souvent avec Galcuc. Et pourtant, je vous assure que j'ai l'habitude de gérer deux groupes simultanément. Mais et pourquoi je reste sur Covey aussi à de nombreux moments ? C'est pour éviter d'être attaqué par surprise sur le groupe Covey. Et ça, ce serait certain si je restais un petit peu trop avec Galcuc. Hein. Donc, toujours le dilemme. Allez, on va reprendre Bouchard ici. C'est le final de cette étape 17. Il y a peut-être une deuxième victoire d'étape à aller chercher. On est calé dans la roue de Bouchard qui aura des ressources supérieures à celles de Covey et qui va ici s'imposer sur l'étape 17. Ça ne sera donc qu'une... c'est honorable quand même, hein, qu'une deuxième place pour Covey sur cette étape-là. Encore une fois, énorme perf de Robert Stannard qui me
qui m'inquiète beaucoup pour le général, parce que s'il passe Kuk, Kuk est éjecté du top 5 et à ce moment-là, c'est fichu, quoi. le rêve de top 5 à ce moment-là tombera définitivement. Donc, je le surveille. On va pas perdre le top 5 là-dessus. Il va falloir encore se battre de nombreuses fois, notamment sur les 19 et 20 qui vont suivre. Donc, petite déception, mais Bouchard avait l'air vraiment plus fort que Covey. J'en fais pas une maladie. Hein. Celle-là a été difficile à prendre. Et on voit que le classement général n'est pas impacté outre mesure. Voilà, un petit rapproché de certains, mais pas de différence flagrante. C'est le moment ici pour in-game s'apercevoir de quoi que je souffre des blessures. J'ai à l'instant Chalounov qui se blesse, et franchement ça me saoule parce que je vais pas avoir assez de types pour le Dauphiné. Je vais devoir reconfigurer un petit peu mon équipe. En plus, Chalounov, il doit aller faire le Tour de France. On va lui faire prendre ainsi du retard de préparation. On n'a pas de marge. Et à la moindre blessure, on est vraiment en difficulté pour faire des start lists. Un temps soit peu décente. J'ai dû changer déjà ma répartition entre Dauphiné et Suisse 2-3 fois hein, depuis qu'on a des petits pépins physiques et c'est un peu usant. Alors l'étape 18, je vous avais dit, hein, c'est une étape plate. On va juste regarder qui s'impose. Sprinter, Tim Merlier devant Gaviria. Bon, voilà, pas grand chose à signaler, si ce n'est que Covey placé top 10, parce que j'essaye quand même de le faire sprinter. Hein. Il a une accélération et une vitesse de sprint qui sont ce qu'elles sont. Hein. On va pas en faire une maladie, mais en tout cas, je le fais souvent participer tout de même. On notera la belle 3e place de Tyson, Gerben Tyson, IJ. Voilà, et peu de changements au général. On arrive maintenant à l'étape 19. Étape 19, écoutez, je déteste ce genre de configuration où ça se termine avec une ascension qui n'en est pas vraiment une, mais qui casse les pattes quand même, et sur laquelle on souffre énormément. Vous allez voir que ce sera beaucoup de souffrance. La toute fin de cette étape 19, elle m'a donné du fil à retordre. Allez, c'est parti. Tiens, on notera que le cyclamen s'est mêlé à l'échappée. Il doit avoir peur pour son maillot. Donc il s'est joint. Hop là, il va cueillir ce que personne ne lui contestera, à savoir les sprints intermédiaires pour le classement par points. En fait, là, le secteur dans lequel on est et la ligne qu'on va franchir, la première, c'est l'arrivée, et la deuxième, c'est le GPM. En fait, on reviendra là pour la ligne d'arrivée. Il y a une sorte de petit circuit. En tout cas, on va faire une boucle. Voilà, une boucle pour revenir sur la ligne d'arrivée qu'on avait déjà fréquentée à l'instant. Gestion de Covey. Covey à plus 4, c'est toujours excitant. Ouais, sauf que cette fois-ci, le peloton, il n'a pas laissé de bonne sortie à cette échappée. Cette échappée est donc totalement sous contrôle. Et donc, on peut se douter que ce sera bien plus difficile pour Covey de se mêler à une éventuelle victoire d'étape sur l'étape 19 là. En plus, De Gent, Juan Dennis qui partent. Moi, je laisse. On est dans le mortirolo, hein, si vous voulez. Donc le temps pour revenir, on en a. Mais en fait, ça roulait tellement fort derrière que Covey, je l'ai rabattu dans la roue de Kuk. Et au moins, pour une fois, Kuk pourra être soutenu par Covey. Donc c'était un petit peu sciemment que j'ai laissé partir les 3 mecs devant. De toute façon, je leur donne pas une chance énorme d'aboutir quand il y a un peloton des favoris qui roulent aussi fort derrière. Nous,
on va plutôt essayer de rester placé ici. C'est quand même le Mortirolo, hein, faut pas non plus oublier quelle est la difficulté de cette ascension. Et tout de même, on va aller disperser un peu d'énergie avec Covey pour prendre les points de deuxième place en haut au sommet. Ça, c'est histoire d'assurer à fond le maillot Azzurro. Descente, et puis ça va remonter. Voilà. C'est parti, on arrive au moment que je déteste. C'est cette ascension, vous voyez, vers Aprica, où il y a un peu de pourcentage, mais pas de manière très régulière. Il y a surtout un final très nerveux, et en fait, moi, je n'ai aucun élément pour vraiment résister à ce final très nerveux, parce que je veux pas que Kuk prenne du retard, en fait. Devant, ça avance, ça accélère, Fabro, Kragh Andersen, et il y en a un qui va emporter cette étape, c'est justement Stannard. Alors c'est pas Yann Stannard d'il y a quelques années, qu'on connaissait bien chez Sky. Non, c'est toujours Robert Stannard qui, ma foi, fait un super Giro. Il faut quand même le dire. Le mec est super fort. En plus, là, il chope sa victoire d'étape. Mais c'est mérité. Hein. C'est mérité. Très, très gros Giro de la part de Robert Stannard. Et on va faire comme on peut, hein, nous. Hein. Il va falloir essayer de lui résister avec Kuk. Il s'impose ici sur Kragh Andersen. On avait quelques autres coureurs qui étaient tout à fait en mesure de s'imposer. Toujours du côté des punchers, en fait, hein, qui grimpent correctement. Hein. C'est vraiment de ce côté-là qu'il faut aller chercher la plupart de ceux qui brillent sur ce Giro, quand ça n'est pas, évidemment, Tom Dumoulin. Donc, bon, on est mitigé, là, à ce moment-là, parce que on est en train de perdre de l'avance. On n'est plus qu'à 1 minute devant Stannard avec Kuk. Je parle du classement du meilleur jeune. Hein. C'est pour ça que c'est super important. Il y a des pépettes à la clé. Et on aborde l'étape 20. Ah, alors, comment vous expliquer ? Sur l'étape 20, je crois que j'ai vécu un de mes pires moments sur Pro Cycling Manager. Donc, ça démarre pas mal. On sécurise le maillot de Covey, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points à prendre hein, ce jour-là. Beaucoup de points à prendre... une échappée très très intéressante à saisir. On va être rejoint par un certain nombre d'hommes relativement dangereux. On voit que le team Jumbo-Visma contrôle ici la course. Il a donné finalement sa validation pour que l'échappée parte. Cette échappée va prendre du champ et l'ami Covey va se retrouver en lutte avec un certain nombre de très bons coureurs. Bouchard, on l'a déjà vu. Kemna, on n'a pas besoin de le présenter. Rohan Dennis ou Biscara se sont déjà illustrés. Michael Storer, Thomas de Ghent. Bon, il y en a un que j'ai pas encore cité à part Verona, là-dedans, là, c'est Mentis. Et donc, vous allez voir qu'on va avoir... ça va être assez surprenant, le vainqueur de cette étape-là. Toujours est-il que nous... allez, ça va. Le maillot, il est quand même sécurisé, on peut dire, à ce stade-là. Et puis, ce qui est regrettable, c'est que Covey, le pauvre, regardez, voilà, à plus 5, pour autant, se fait lâcher, hein, lâché par le trio Mentis, Storer, Biscara. Donc voilà, on est pris. Storer passe le sommet avec peu de retard sur les deux premiers et nous-mêmes nous ne sommes pas très très loin. Donc j'ai un espoir à ce moment-là de rentrer. Derrière on a plus de 10 minutes, laisse tomber. Hein. Ne nous trompons pas sur le fait que Covey puisse faire un gros rapproché au général. Jamais le peloton ne laissera 10 minutes. Hein, donc Covey ne va pas se retrouver deuxième du général. Donc autant le dire tout de suite, c'est pas ça la surprise. Non, c'est que, on sécurise hein, notre maillot Azzurro, ça c'est bon, on a compris. Et puis, moi surtout à ce stade-là, ce qui m'intéressait, c'était quand même jouer le coup avec Covey. Et puis là, regardez, encore une fois, je me suis mangé une cassure. Alors celle-là, je ne l'ai pas vu venir du tout.
Le pauvre petit Slovène Galkuk s'est mangé une cassure. Je sais pas ce qui s'est passé, encore ces phénomènes. Quand on traîne un peu trop derrière, on va à un moment donné se retrouver dans une cassure à cause d'échappées. Bref, il y a une part qui est pour moi, j'ai pas suffisamment surveillé. Et puis il y a une part aussi qui est pour le jeu, avec... C'est vrai que honnêtement, moi, depuis que je joue à PCM et que je partage un peu des vidéos, j'ai toujours milité pour quelque chose, c'est la double fenêtre. On voit que les Astana de Fabro font le forcing. J'ai milité pour la double fenêtre optionnelle, vous voyez ? Double fenêtre optionnelle, comme ça vous avez votre double fenêtre, vous contrôlez visuellement un groupe, par exemple votre leader, et vous pouvez en même temps avoir une image de votre échappée. Au lieu de ça, évidemment, on va prendre la marée. Notre ami Kuk ne reviendra jamais sur le groupe des favoris. En fait, tout ce beau Giro jusque-là, où on s'était fort bien débattu pour essayer de tenir le coup, va se casser la gueule sur cette étape 20. Et du coup, la seule option qu'il me reste, vous voyez, il rentrera jamais, il s'est épuisé, il a beaucoup roulé tout seul. Devant, en plus, les Astana avaient beaucoup roulé, pour le coup, ils ont vraiment creusé la tombe de Galkuk. Et là, rebondissement, oh là là, chute de Dumoulin. Là, il se passe quelque chose sur ce Giro. Enfin, il aura fallu attendre la fin pour qu'il se passe vraiment des choses. On a eu une chute impliquant notamment Tom Dumoulin, ce qui fait que Matteo Fabro va peut-être prendre le rose, en fait, sur cette étape-là, et va peut-être emporter finalement le général. Hein. Mon petit Kovi résiste comme il peut avec Denis, ils rentreront pas avec Denis et Storer. C'est foutu, Mentis devant... Denis et Kamna, pardon. Devant, ça tient bon avec Storer et Mentis. Et Matteo Fabro, eh oui, forcément, tente son va-tout. Regardez, Tom Dumoulin n'est que là. Et donc, il y a vraiment un coup à jouer pour Fabro. Si Fabro reprend 3 minutes à Dumoulin, Fabro, peut-être, remporte ce Giro. Hein. Regardez, il est encore loin. Hein. Fabro, devant, il est au-delà du groupe Robert Stannard, quoi. Genre, encore Robert Stannard, le mec est invincible, quoi. C'est impressionnant. Donc, Kovi, sur le point d'être repris par Fabro. Et bon, là, j'attends Fabro, du coup. Hein, je me dis, allez, c'est bon. De toute façon, nous, on n'a plus rien à gagner. J'attends Fabro, parce que je veux pas non plus lui faire la jonction. J'ai pas envie de lui offrir le Giro. Il nous aurait repris, il aurait peut-être bénéficié du même temps. Là, au moins, il est obligé de se le peler. Hein, la toute fin de l'ascension. Et moi, par contre, je lui sprint. Pam. Allez. Terminé. Richie Porte s'est débarrassé de Tom Dumoulin. Paules termine pas mal. Stannard termine mal. Kragh Andersen termine pas mal. Ça va. Et il va être 6e. Tom Dumoulin termine loin de Fabro. Vous avez vu ce que... Hein, vous avez vu ce qu'on a vu. Et puis mon petit Kuk. Bah voilà. Le pauvre. Ça aurait été l'étape de trop. Que cette étape 20, pas la première fois hein, qu'on craque un peu sur une 20e étape, pauvre Galkuk qui va se prendre un écart monstrueux, il va se prendre 10 minutes sur les vainqueurs, même plus en fait, hein, et en fait il va aussi prendre 10 minutes sur Dumoulin bientôt. On est à 11, on est bientôt à 12, enfin c'est un drame hein, en fait, hein, cette fin de Giro. Donc c'est pas grave, on le reverra, il va progresser, il a de la marge je pense, ce jeune Slovène. L'histoire, elle est quand même belle, et c'est Biscara qui s'est imposé au nez et à la barbe de Storer, avec un Luis Mentis qui avait été lâché un petit peu. Ouais, l'histoire pour ce petit jeune n'est pas vilaine non plus. Ok, on perd tout vers la fin. Mais regardez, on récupère quand même un top 10, indirectement, grâce à l'échappée de Kovi. On va récupérer une place dans le top 10. En tout cas, il y a un contre-la-montre le lendemain, donc on espère
conserver notre 9e place avec Alessandro Covi, hein, qui aurait été le grand bonhomme de ce Giro. Mais en attendant, déjà, on est content. On a quand même, allez, ce top 10. Galcuc, le pauvre, donc comme je vous le disais, il s'est mangé, il y avait 6, il y a 14. Il s'est mangé 8 minutes, quoi, de différentiel avec les plus forts. Donc, il prend date. On prend date. Vous avez vu, on finit mal, hein, on finit à 90%, là. Pour tous les mecs qui étaient bien préparés, on finit à 90% de forme, hein, parce que la fatigue est passée par là. C'est comme ça, c'est le jeu, il est comme ça. Je crois que au bout d'un moment, il y a peut-être un moment où je vais en avoir ras-le-bol, en fait, de PCM 21. Et peut-être plus vite qu'on ne croit. Bref, on en reparlera. 76 en montagne pour Cuc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a connu une progression entre le soir de l'étape 20 et l'étape 21. Allez, on va mettre ça, on va l'emballer un peu joliment dans une pseudo-justification de réaliste un tant soit peu du truc. En fait, le mec a pris tellement d'expérience sur ce Giro qu'il est devenu un bien meilleur coureur. Non, sinon, il faut parler du hasard du jeu, finalement, qui, au bout d'un certain nombre de points d'entraînement, en quelque sorte, c'est comme, vous savez, pour les constructions de pics de forme. Là, c'est pareil. Au bout d'un certain nombre de points d'entraînement, votre gars, il va level up, il va avoir une progression de ses notes. Cette progression, elle est aléatoire. Et il se trouve qu'elle est intervenue entre l'étape 20 et l'étape 21. Il y aura une autre progression qui interviendra après les championnats nationaux. Je pourrais je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Et elle sera intéressante, elle aussi. Donc oui, on a des gens qui peuvent encore progresser dans cette équipe. Alors c'est intéressant quand même le top 10, hein, je vais insister un petit peu sur ce top 10. Rohan Dennis semble tenir l'étape à ce stade-là. Regardez Robert Stannard, le temps qu'il va faire alors qu'il a des notes de contre-la-montre pourries, quoi. Mec, il ne perd même pas une minute, alors que nous, on a roulé comme on a pu, on a fait le même temps que lui avec de bien meilleures notes. Richie Porte fait un temps, ça va, il était correct, Richie Porte. Est-ce que Denis va tenir son chrono ? C'est la question. Est-ce que Dumoulin, en gros, va aller le déloger ? Eh bien non. Donc Rohan Dennis remporte cette étape 21. On remarquera la belle perf de Mattia Cataneo. Hein. Kragh Andersen est toujours là. Cavagna n'est pas si mauvais en cette fin de Giro. Finalement, Covi 10e. Porte 4e, Paoles 3, Fabro 2. C'est une super perf pour Matteo Fabro qui termine pas loin de Tom Dumoulin. On a eu notre et top 10 pour Søren Kragh Andersen. Hein. Et d'ailleurs, à part le maillot Azzurro de Covi, il y a le cyclamen pour Merlier, et il y a le meilleur jeune, mais je crois qu'il n'est pas volé, pour Robert Stannard, et le général par équipe. Ok, d'accord. Ce qui nous intéresse à ce moment-là, parce que je me suis quand même pas donné tout ce mal-là pour rien, c'est combien d'argent gagné. Combien d'argent ? Finalement, ça aura rapporté un peu plus de 75 000 euros. On aurait eu certainement plus avec le blanc. Ouais, mais si ma tante en avait, vous connaissez l'histoire. Et, sans transition, Dauphiné. Allez, il y a encore du boulot. Le Dauphiné, j'étais animé un peu d'un sentiment de revanche parce que même si, j'ai pas 7 coureurs, mais c'est pas grave. Ça va passer, on va lancer et ça va fonctionner. Je n'en ai pas 7 disponibles avec les 2 blessés et tous ceux qui étaient sur le Giro, parce que vous savez que le Dauphiné commence le jour de l'étape 21 du Giro. 3 petits points, vous m'avez compris. J'étais animé d'un sentiment de revanche sur ce Dauphiné, et donc je l'ai joué à fond. Je l'ai joué en prenant bien le temps, en étant très concentré, en essayant vraiment de faire tout ce qui était possible. Et ce qui va s'avérer intéressant sur ce Dauphiné, c'est que autant vous avez pu voir la faiblesse du plateau sur le Giro, on va pas se mentir. Hein, le plateau de coureurs présents sur le Giro que je vous ai proposé à cet épisode, la fin et le précédent, c'était un plateau... Moi, personnellement, je n'avais jamais vu un plateau aussi faible sur Pro Cycling Manager pour un Giro.
Peut-être que certains d'entre vous ont des expériences comparables. Ouais, bah alors, autant le plateau du Giro était faiblard, il n'a eu d'intérêt, on va dire, que parce qu'on avait une équipe très très faible. Autant le plateau du Dauphiné, si vous voulez, c'est un peu la folie en fait. Un peu la folie. Déjà, ça commence par une étape où honnêtement, il y a eu un sacré tri à la toute fin là, même s'il y a des gens qui vont faire même temps. Mais waouh, ça a été très très difficile. La fin d'étape, vraiment, cette version-là du Dauphiné, je la recommande. Très 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 intense. Bernal, champion de Colombie, faut pas se tromper. Et Van Der Poel qui surgit pour une victoire, je dirais, dont il a le secret, au nez à la barbe des Gazprom. Allez, on sera pas toujours perdant, la chance finira bien par tourner vers nous. Mais là, c'est vrai que Van Der Poel, c'est plus fort que tout. Il y a un plateau incroyable. Il y a Pogačar. On va les voir tous. Bernal ne va être qu'équipier. Oui, ma langue n'a pas fourché. Il va être seulement équipier de Dan Martinez. Il va y avoir, je vous dis, un plateau incroyable. D'ailleurs, un Team Ineos qui va se retrouver un peu le bec dans l'eau avec l'équipe qu'ils alignent. Genre, ils ont 6 ou 7 mecs à plus de 80 en montagne. Plus ça va avancer, et plus je vais commencer à me dire, non mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce Dauphiné ? Alors donc là, pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Il y a une petite arrivée là qui est sympathique. On voit une grosse lutte. Attila Valter, tiens, prenons des nouvelles. Ça va, il va bien Attila. Il est prêt à venir chez nous. On l'a eu au téléphone. Tout va bien. Il termine avec Groupama FDJ et après il arrive. Il y a un final là, qui est un peu difficile et qui honnêtement, vous allez voir, on va devoir s'employer. On va devoir s'employer. Tiens, une chute importante ici pour la Groupama FDJ, précisément, puisque David Gaudu ayant chuté, en fait, ils vont ramener tout le monde pour essayer de le remonter. Jusque-là, vous allez me dire, truc habituel, quoi. Truc habituel sur PCM. Ouais, mais c'est fort parce qu'en fait, Thibaut Pinot, il est équipier de Gaudu. Et par un moment, on lui demande de descendre pour aller chercher Gaudu. Autant Valter reste un équipier attitré, on va dire, à Miguel Angel Lopez, parce qu'à Groupama FDJ, ils ont aussi Lopez. Autant Thibaut Pinot, il est quand même moins que rien, quoi. Thibaut Pinot, c'est un peu un Valentin Madouas, là, dans cette carrière. C'est-à-dire un coureur très bien noté, mais qui, en fait, joue les utilités. C'est assez spécial de voir ça. Allez, ça s'excite ici, dans l'ascension finale. Schachmann semble en forme, Almeida semble très en forme, Egan Bernal est très offensif, Lopez tente ici une attaque, Fuglsang est dans les parages, Vlasov est très présent, il y a du monde, Higuita, parlons d'Higuita, on le verra un petit peu plus loin, il va s'illustrer sur ce Dauphiné, et nous, on essaye de résister, et peut-être d'attaquer au bon moment. Attention à du Pidcock éventuellement sur ce profil-là, puisqu'il est passé avec les meilleurs, il peut peut-être emporter le sprint. Étape très difficile à remporter. Je cible Alex Aramburu, un coureur que j'apprécie pas mal, et qui me paraît... Lui, il est chez Arkea Samsic dans la carrière, là. Mais il me paraît être une roue intéressante. Apparemment, les deux de devant ne seront peut-être pas repris. Non, ils ne seront pas repris. Ils vont s'imposer. C'est en l'occurrence Schachmann qui aura donc bien gardé son avance. Aramburu est revenu pour la deuxième place. Et nous, on a fait ce qu'on a pu pour s'accrocher. Allez, on va dire qu'au bas mot, on est pas mal au niveau du général. On n'est pas mal du tout. Et même si on n'a pas réussi à emporter l'une de ces deux premières étapes,
j'avais envie de remporter une étape sur ce Dauphiné. Il va falloir se débrouiller sur d'autres étapes. Au général, on est placé. Je suis venu là un petit peu le couteau entre les dents parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur ce Dauphiné avec cette équipe. Et on est placé. Donc voilà, vous voyez, il n'y a que 17 coureurs qui sont sous la minute au niveau du classement, ce qui veut dire que tout est envisageable. Au passage, on notera que Pogačar a pris un éclat, et on se retrouve pour une deuxième session de dossier. Alors, je confirme un petit peu les mecs que je vous ai montrés en début de vidéo. Après, je cherche à voir comment est-ce que je pourrais dépenser mes 6 points. Est-ce que d'ailleurs il y a lieu de les dépenser pour le moment? En fait, non. On va juste... Il y a plein de mecs que j'ai repérés, mais je vais être tellement limité par l'argent que ça sert à rien non plus de lancer 1 milliard de grappins par-ci par-là. Voilà. Donc, que dire? Si ce n'est que l'étape 3 n'est pas réellement le profil d'étape pour nous, mais on va quand même s'appliquer. On va voir si éventuellement on pourrait emmener Lutsenko sur un final un peu nerveux qui irait peut-être cueillir cette victoire après laquelle je cours. Allez, pas grand-chose ne se passe. On va directement avancer jusqu'au moment où la décision va se faire. Voilà. Il y a des passages dans ce jeu sur lesquels vous êtes un peu... Voilà, il faut attendre, il faut regarder un peu comment ça se passe. Petit temps mort, quoi. Et en l'occurrence, je réfléchis un peu à ma stratégie de fin d'étape. Je vous avoue que Lutsenko à -3, je suis pas hyper optimiste. Est-ce qu'il n'y a pas une autre chose à tenter finalement avec un autre coureur? Est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas représenter une chance de victoire, je dirais, supérieure, quoi, supérieure? Donc on va voir ça. Je vais sprinter tout en ne me faisant pas 1 milliard d'illusions. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, Van der Poel va encore une fois s'imposer. Je dis encore une fois par rapport à l'étape 1. Donc, ce qui va être caractéristique de ce Dauphiné, c'est que dès que c'est accessible pour nous, t'as un mutant de l'espace comme Van der Poel qui nous la prend. Je pense quand même surtout à l'étape 1. Schachmann aussi se l'est bien mérité sur l'étape 2. Avec l'accélération qu'il a, Van der Poel, il est imprenable en fait. N'importe quel autre coureur avait perdu. Et lui, évidemment, il s'impose. Et puis, le général est toujours conservé par Schachmann. Moscon, 2e. Lutsenko, 3e. Bon, là, on se dit, à défaut d'avoir une étape, on va peut-être se le porter, ce maillot jaune, un peu, le leader, là. En tout cas, c'est l'objectif. C'est l'objectif au moment où arrive, quoi, un contre-la-montre. Contre-la-montre de type prologue pour le jeu. 13 km et demi, avec quelques petits pourcentages avant l'intermédiaire et quelques pourcentages à la fin. À voir après, dans la pratique, si ces pourcentages sont élevés ou s'ils ne sont pas élevés. Donc, on teste un peu avec les équipiers. Je voulais pas rallonger encore cette vidéo, déjà qu'elle est très très longue. Je voulais pas la rallonger davantage. Donc, on s'est dit, voilà, allez, on montre que quelques images de Lutsenko et de Gianni Moscon, puisque le maillot de leader est en jeu. Vous voyez que c'est Pogačar qui tient le chrono à ce stade-là. Il a fait mieux que Ganna. Voilà. Donc, ça prouve que, oui, il y a du pourcentage à des endroits, on le voit. Il y a 4, 5, voilà, vous voyez, ici, on est dans presque 4%, 5%, jusqu'à l'intermédiaire, il y a le passage aussi à 6%. C'est un peu fluctuant, en fait. On a essayé de gérer nos barres jaunes et rouges de la meilleure façon qu'il soit par rapport aux moyens du jour.
Nous avons un Lutsenko qui n'est pas si mal. Moscon est légèrement mieux. Hein, il y a un intermédiaire. 3 secondes d'avance sur Moscon. Pour Moscon sur Lutsenko, pardon. Et donc il faut essayer de finir ça proprement, même si on se doute bien qu'on va pas l'emporter. Allez, Lutsenko va passer avec 36 secondes. C'est pas dégueu. Mais c'est pas suffisant. Et Moscon, voilà ici, 37 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, Lutsenko a plutôt repris du temps sur Moscon sur la deuxième partie. Et derrière, Pogacar va conserver son contre-la-montre. Donc c'est comme dans la réalité, il s'impose aussi sur les CLM. Rigolo. Après, il n'est pas placé encore Pogacar au général. Nous, forcément, on recule un peu. On est 4 et 7 à ce stade-là, puisque le nouveau leader de cette course, c'est Remco Evenepoel, avec son super chrono. Il est venu comme ça bousculer l'ordre établi. Vous voyez par exemple, Pogacar n'est que 13e, Bardet 12, Pidcock, Cosnefroy. Jack Haig, regardez-le bien, il est 9e à ce stade. Il se pourrait que ça change. Étape 5, Saint-Chamond, Saint-Vallier. Alors là, encore une fois, on se dit, elle est peut-être accessible celle-là. Elle est peut-être accessible pour nous. Est-ce qu'il va se retrouver encore un Mathieu Van Der Poel sur notre route ? Ou est-ce qu'on va enfin réussir à la prendre ? Parce qu'après les étapes 6, 7, 8, si vous voulez, c'est un peu indigeste au niveau montagnard. Biryukov est envoyé ici dans l'échappée. Biryukov, c'est mon espoir pour être champion de Russie à l'épisode prochain. Je ferai tout ce que je pourrai pour ramener le maillot de champion de Russie avec Biryukov. Et d'ailleurs, il se retrouve avec des camarades de chez Astana en échappée ici. C'est Stybar et Fedorov qui sont les deux qui se tirent la bourre sur les sprints intermédiaires, sur les GPM, excusez-moi, sur les GPM. Et donc, on finit par avoir un petit peu le dessus au bout de 3-4 sprints. Mais bon, c'est pas un objectif. On sait très bien que... Moi, je fais comme Liga, en fait. Je sprint alors que je m'en fiche des points. Comme quoi, hein, finalement. On peut pas la critiquer, mais non, en fait, moi, je me demande si à un moment donné, Biryukov ne pourrait pas, vous savez, au gré de la descente, là, en s'échappant maintenant, profitant de la descente pour se refaire de la barre, est-ce que Biryukov ne pourrait pas aller chatouiller la victoire d'étape ? La réponse, elle est clairement non. Et puis du coup, j'organise un contre avec Gogol. Michael Gogol, en très très bonne position pour éventuellement aller remporter cette étape. Ah là 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 là, encore raté. Ça n'est pas Van Der Poel qui nous reprend cette fois-ci, mais Michael Matthews qui nous dépasse. En même temps, sprint Gogol Matthews, il n'y a pas photo. Hein. Donc, non, encore raté, encore deuxième. Donc sur ce Dauphiné, on a l'amertume de la deuxième place et honnêtement la frustration de jamais jusque-là, en tout cas, avoir pu endosser la tunique jaune qui est conservée bien sûr par Remco Evenepoel. Et allez, on s'accroche, on ne se décourage pas. C'est difficile, hein. C'est difficile. 31 secondes, punaise, ça va être dur de reprendre 31 secondes à la fois à Evenepoel. Remarquez, il n'y en a que 20 à prendre à Almeida et à Dani Martinez, mais bon, ça va être tendu. Je ne sais pas si on va réussir à le porter, ce maillot jaune. En tout cas, c'est une équipe, là, que je montre, qui est très très proche de celle qu'on alignera sur le Tour de France. Sur le Tour de France, il y aura qui en plus ? Il y aura Chalounov qui revient de blessure. Vous allez me dire quoi ? Chalounov, waouh, le scoop. Ouais, je sais, ça fait rire, mais bon, moi je les aime bien, mes petits coureurs. Il a 69 de général et tout, faut pas trop se moquer. Hein. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Et surtout, il a été blessé longtemps. Mais et puis il y aura Alessandro Covi, hein, qu'on va aligner sur le Tour. Lui, il va doubler Giro Tour. C'est un des deux seuls avec Moscon, mais Moscon, je l'avais fait abandonner. Ce qui fait qu'il a pu se reposer et il aura du coup un pic de forme totalement normal, c'est-à-dire optimisé sur le Tour de France. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si ce n'est que
cette équipe, sur ce Dauphiné, va souffrir. On va souffrir notamment du manque de forme, de mes coureurs. Ce qui fait qu'en fait, assez loin du sommet du col de Porte Sarcenas, Sarcena d'ailleurs, vous avez Lutsenko qui se retrouve déjà un petit peu trop seul avant, non loin du sommet, de se voir mais complètement submergé par une accélération des favoris. Regardez, c'est assez flagrant. Nous souffrons et je veux dire, on souffre en beauté. Hein. C'est vraiment difficile pour nous. Bon, comme camarade d'infortune, nous avons Giulio Ciccone, mais là on n'était vraiment pas invités. Hein. Sur cette étape 6, déjà, t'as Moscon qui a rien pu faire, le pauvre. Il a dû sacrifier un peu pour Lutsenko, mais il en a limite pas eu le temps. Remco était piégé aussi, hein, comme Lutsenko, mais non, hein, tout simplement pas au niveau. Hein. Devant, c'est beaucoup plus fort. Et j'ai beau ensuite essayer d'organiser une petite poursuite. Nous avons 1 minute à boucher et nous ne la boucherons jamais. Haig, pas loin de l'emporter, mais c'est Cosnefroy, sorti de nulle part, qui l'emporte. Lopez, Pogacar, Schachmann notamment, Simon Yates font partie du top 10. Et nous, bon, on était à la rue, mais finalement, on termine que à, 2 petites minutes? C'est ça? Ouais, 1,50 et quelques, ouais, bon, ça va. Ça va, enfin, façon de parler, disons on peut évacuer nos rêves de quoi que ce soit. On a pris cher, on termine mieux que Remco, dit. Et Lutsenko n'aura pas bien pu exister. Parce que, en fait, en abordant ce Dauphiné, j'avais vraiment envie de proposer un truc un peu sympa. Je me disais, allez, ce serait cool. On a tous vu dernier Dauphiné sur lequel Lutsenko a été très fort, fait podium, du général, c'est quand même pas mal. Hein. Puis on a eu dans la foulée un énorme Tour de France d'Alexei Lutsenko. Et je me disais, ce serait cool en fait de faire rimer un peu avec ça la perf dans cette partie. Bon écoutez, on est au-delà de la 10e place. On est au-delà de la 10e place avec Alexei Lutsenko. Et ce que je peux juste vous dire, c'est que c'est pas sur cette étape que ça va s'arranger. Vous allez voir pourquoi. Étape, écoutez, la plus dure, une des plus dures étapes pour moi. Je sais même pas si sur le Tour de France, j'ai joué des étapes où il y a autant d'ascension et où c'est aussi difficile. Oh, sûrement, hein, bien sûr. Mais j'en ai même pas souvenir. J'ai l'impression de jouer là une des étapes les plus difficiles, mais c'est aussi lié à l'équipe. À l'équipe que j'ai. On n'est pas très très en forme. Regardez, quand Lutsenko a un +1, c'est sûr qu'honnêtement, ça le booste pas beaucoup au niveau des stats. Hein. Tout le monde est cramé déjà sur la première ascension. Donc, tu me diras en même temps, c'est le col du Pré. Hein. Donc le col du Pré, voilà. Il y en a d'autres qui sont en train de lâcher. Le héros de la veille, Cosnefroy, également David Gaudu, le malheureux qui avait chuté un petit peu plus tôt dans ce Dauphiné. Non, eux non plus sont pas invités. Lutsenko a réussi à s'accrocher avant d'enchaîner ensuite par le Cormet de Roseland. Alors là, le Cormet de Roseland, j'ai peur pour Lutsenko, regardez pourquoi. On n'est pas loin de la rupture. On n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Au moment où Landa en place une, Pogacar se ravise. Il a failli contre-attaquer, mais en fait, il a laissé Hugh Carthy, pardon. Il a laissé Hugh Carthy s'occuper de la poursuite et derrière, il va contrer en personne, mais dans la descente. Pogacar, il est incroyable. Regardez-moi ça. 7e au général à 44 secondes. On se dit, mec a raté son Dauphiné, il est complètement à la ramasse et il tente des choses. On pourrait commencer à dire aussi que vous voyez les UAE vous autour. Moi ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu des UAE autour.
Donc, Pogačar, voilà, Lia, nanania, le jeu. Pogačar trop seul, mal joué Lia. On en rediscute à la fin, d'accord ? Avec son 83 en montagne et ses notes incroyables et sa victoire même sur le contre-la-montre, je pense qu'en fait, il a besoin de personne, Pogačar. Et vous allez en voir la démonstration. Lutsenko, évidemment, à un moment donné, ne peut plus suivre. De toute façon, si on suit, on se fusille. On est mort, de toute façon, là. On a strictement rien à espérer sur une étape comme celle-là. On est complètement piégé, on n'a plus de barre, enfin bref. Et devant, ça s'explique. Devant, ça s'explique copieux. Entre gros favoris. Ils sont devant, hein, donc Yates, Houst par la fenêtre, Miguel Angel Lopez par la fenêtre, tout le monde a sauté, hein, O'Connor, Sharman, Houst, allez, à dégager. Non, c'est devant que ça se passe, avec un groupe dont cet extrait Higuita. Un petit peu plus tôt, Higuita, il était avec nous. Il a eu une pêche sur cette étape-là, Higuita, parce qu'il était à un moment donné décramponné avec nous. Il a bouché le trou et en plus derrière il s'est échappé. Après vous me direz, oui, il ne représente pas un danger fondamental au général, peut-être. Mais n'empêche qu'il va chercher l'étape, cette montée vers la Plagne, aller la chercher, celle-là, elle est sublime, quoi. Cressway qui d'ailleurs prend la 2, Vlasov, très bon Alexander Vlasov. Sur ce Dauphiné, je l'ai trouvé redoutable et très impressionnant. Et nous, on fait comme on peut, hein. On a terminé top 20, devant bien des coureurs comparables ou meilleurs que nous. Donc, quelque part, j'ai même pas à rougir. Mais c'est ça qui est hallucinant, en fait. C'est que on se fait donner la fessée, mais on n'a même pas à s'en vouloir outre mesure, quoi. On peut rien faire. Et Jack Haig, nouveau leader. Pogačar, replacé. Ouais, l'étape... elle est terrible. Moi, je regarde tous les mecs qui sont devant, là, qui sont devant Lutsenko, ils ont quasiment tous une meilleure note en montagne. Du coup, je peux pas vraiment m'en vouloir. Et en même temps, je suis frustré. 13e au général. J'aurais bien aimé un top 10. Et il reste une étape pour aller le chercher, ce top 10, avec Lutsenko. L'avantage, c'est qu'on a pris pas mal de retard au général avec tous les autres. Donc, si on veut, on peut en envoyer un en échappée. Qui est-ce qu'on va envoyer ? Notre meilleure chance, à partir du moment où Lutsenko reste dans le peloton, c'est Gianni Moscon, pour essayer d'aller, peut-être, c'est la dernière occasion, hein, on voit que Bahrain Victorious contrôle, ce qui veut dire que l'échappée a la bénédiction du peloton pour se faire une petite avance, et ensuite essayer de vivre sur ça. Je me dis que Moscon peut-être un profil à remporter des étapes comme ça, d'échapper. À voir parce qu'on est accompagné de coureurs qui sont un petit peu supérieurs à Gianni Moscon en termes de notes de montagne. C'est difficile honnêtement, on est décramponné, même Fuglsang, Hamilton également. Et devant on retrouve les deux Français, Cosnefroy, Gaudu, qui la veille s'était un peu relevé, ou alors fait totalement lâcher, c'est selon l'interprétation. Et Gaudu, profitant de son retard au général, a attaqué, il se retrouve seul en tête, ça collabore pas trop, c'est dommage pour eux. Et puis derrière, nous on est en chasse patate, et je sais pas si on va y arriver à reprendre ce groupe, parce que le peloton commence à réduire l'écart. Alors moi, je reprends les deux gars là, je reprends Fuglsang et Chris Hamilton. Est-ce qu'on va pour autant réussir à reprendre Gaudu et Cosnefroy dans la Colombière? Oui, parce que, encore une fois, la dénivelé de cette étape est complètement invraisemblable. Hein. Une étape, encore une fois, très difficile et que j'ai, encore une fois, un peu mal vécu. Parce que je souffrais avec mes gars. Regardez, fusée masse. Voilà, le peloton a repris ou est en train de reprendre les poursuivants. Il n'y a donc plus que réellement 2 hommes en tête, et encore ils sont séparés, parce que Gaudu se trouve à ce stade-là devant Cosnefroy. Ouais, on aperçoit Benoît Cosnefroy
Et David Gaudu, qui est un petit peu plus loin, a décidé d'y aller seul. Que faire? Espérer des retours de l'arrière? Espérer que ça temporise un petit peu dans le peloton maillot jaune? Et tout miser sur une belle ascension du col de Jouplane. Hein, ce serait énorme, mais les pourcentages ne plaident guère en notre faveur. Que vous dire? J'ai essayé 84, j'avais essayé à des moments 80, 82 pour essayer d'économiser la barre en me laissant un peu glisser, mais ça me laissait trop glisser. Si je mets du 88, je suis exsangue avant le sommet. Bref, tout ça est difficile. Et tant mieux. Et tant mieux. Donc le jeu nous présente ici un vrai défi. Les équipiers sont éparpillés dans la nature. Lutsenko se retrouve tout seul, bien sûr, alors qu'il reste encore plus d'1 kilomètre. On va encore se prendre un éclat juste avant le sommet. Alors ça, c'est intéressant, parce que, vous voyez, au lieu de déprimer et de se dire, au passage, Bernal fait le train pour Martinez, hein, tout va bien. Haig est lâché, Landa est lâché, les héros de la veille sont pas forcément ceux du jour, et attaque masse Pogačar. Pour être un peu optimiste, donc, comme je disais, si Lutsenko a du mal au sommet sur des étapes aussi difficiles, avec des plus 1 de forme, mais moi en fait je suis optimiste, hein. Ça veut dire que quand il aura plus 4, plus 5 sur le Tour de France, en fait il peut se mêler à la bagarre. Donc plutôt qu'être pessimiste et commencer à me dire que ouais bof quoi, est-ce que ça vaut la peine même d'aller jouer ce tour? Je me dis ouais en fait, oui, parce que du bon Lutsenko bien soutenu, ça peut faire des ravages par rapport à ce qu'on voit là. Ce qu'on voit là, c'est quand même un masse d'anthologie qui va chercher cette étape devant Tadej Pogačar, s'il vous plaît, en s'étant barré assez loin de l'arrivée. Et surtout, Pogačar, on va l'apercevoir, va nous renverser le général. Donc, à la dernière étape, Haig, il a explosé en vol, il est où? Il est là, voilà. Haig, il est là, il se prend 3 minutes, allez, c'est réglé. Mas prend l'étape. J'étais impressionné à des moments par la fulgurance de certains coureurs. Je me dis que on ne doit pas les mêmes contraintes, eux et moi. Moi, je suis à la ramasse, et eux, ils s'envolent littéralement par moment. Pogačar prend donc ce général. Dan Martinez ne peut pas faire mieux que 2. Pourtant, tout le monde s'y est mis, Chineos. Almeida prend une 3e place fort jolie. Nous terminons 12e avec Alexei Lutsenko. Il n'y a rien pour nous. Même pas le vert, même pas rien. On a joué le classement général. On n'avait rien d'autre à faire. On a pris au-delà de la 10e place. Donc on a pris une fessée. Faut quand même le dire. On a pris une jolie petite fessée. Et qu'est-ce que ça a rapporté, dites-moi? On peut se la poser, la question. Qu'est-ce que ça a rapporté de jouer pendant... 8 fois 25 minutes, 8 fois 20 minutes. Waouh, 7000 €. Waouh. Le début de la richesse. Voyez-vous ça? Donc, franchement, c'est dur à avaler. 75 000 au Giro, 7 000 au Dauphiné. Je peux vous dire une chose, c'est que je m'en veux de ne pas avoir simulé. Et à ce moment-là, je suis quand même si j'ai de l'optimisme pour le Tour de France, et je pense qu'il sera rigolo à jouer, ce sera un Tour de France 2017, je me dis quand même que c'est beaucoup d'énergie gaspillée pour pas grand-chose de gagner, sachant que je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller recruter mes gars au 1er août et de me constituer cette nouvelle équipe pour avoir un peu plus d'ambition l'année qui suivra. Voilà. Donc, à très vite. Je ferai voter pareil en bas de la vidéo pour savoir de quelle série est-ce que vous voulez un épisode pour ce qui est de ma prochaine vidéo Pro Cycling Manager. Voilà. À plus. Bye bye.